Bonjour, je suis Marie-Lou Côté, professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, psychologue et chercheuse au Centre d'expertise poids, image et alimentation et au Centre Nutrice de l'INAF à l'Université Laval, et je vais vous parler de grossophobie. Le stigma lié au poids, appelé communément la grossophobie, se définit comme la dévalorisation sociale et la dénigration des personnes en raison de leur poids. Ça fait référence à un ensemble de stéréotypes, de préjugés et de comportements négatifs qui visent à rabaisser ou à mettre à l'écart les personnes grosses. Les stéréotypes qu'on entend le plus par rapport aux personnes grosses sont qu'elles sont paresseuses, gloutonnes, qu'elles manquent de volonté et de discipline personnelle, qu'elles sont démotivées à améliorer leur santé et donc qu'elles sont responsables de leur surplus de poids. Ces stéréotypes et préjugés-là, ils prennent racine dans la croyance populaire très répandue que le poids corporel, il est totalement sous le contrôle d'un individu. Que si on veut vraiment, on peut tous être mince, puis qu'il s'agit de manger moins, de bouger plus. Par contre, la science est très claire. Le poids corporel n'est pas sous le contrôle de l'individu à 100%. La régulation de notre poids est plutôt multifactorielle. Ce qui veut dire qu'il y a des facteurs biologiques, sociaux, comportementaux et environnementaux qui interagissent pour venir déterminer le poids d'une personne. Les études estiment qu'il y aurait entre 40 à 70 de notre poids corporel qui serait explicable par notre génétique. Bien que les facteurs comportementaux, comme l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, contribuent à déterminer notre poids, ce serait injuste de faire abstraction des autres facteurs qui influencent le poids et de désigner les personnes grosses comme responsables de leur surpoids. C'est tout à fait possible d'avoir un surplus de poids tout en étant en santé. La science a prouvé que la croyance selon laquelle les personnes grosses sont nécessairement en mauvaise santé est fausse. Les stéréotypes et préjugés qui concernent les personnes grosses peuvent se traduire en comportements explicitement stigmatisants, c'est-à-dire de façon intentionnelle et consciente, comme par exemple se moquer ouvertement des personnes grosses. Mais la stigmatisation peut aussi se manifester de manière plus implicite, par des biais qui s'activent automatiquement et peuvent même être inconscients, comme par exemple avoir une préférence pour des personnes minces, sans nécessairement dénigrer ouvertement les personnes grosses. La stigmatisation peut survenir dans différents contextes. Par exemple, le poids est l'une des principales sources d'intimidation dans les écoles. Et lors d'un processus d'embauche au travail, ça peut être un facteur de discrimination. Dans les médias, à la télévision et même dans les émissions pour enfants, les personnes grosses sont souvent les méchants et les méchantes de l'histoire. Dans les relations interpersonnelles, les personnes grosses sont souvent perçues comme des partenaires amoureux moins intéressants. Dans le contexte médical, plusieurs études scientifiques ont montré que les professionnels de la santé peuvent eux aussi avoir des biais à l'égard des personnes grosses. Et ça mène parfois à des soins de moins grande qualité parce qu'ils peuvent, par exemple, attribuer tous les problèmes de santé des personnes grosses à leur poids. Souvent, les lieux d'enseignement ne sont pas adaptés à la taille des personnes grosses, en offrant, par exemple, du mobilier trop petit ou des classes aux allées trop étroites. Cette forme de stigmatisation peut être vécue difficilement par les personnes grosses parce que ça contribue à les faire sentir différentes et exclues. La stigmatisation liée au poids n'est pas sans conséquences. Les personnes stigmatisées sur la base de leur poids rapportent de plus hauts niveaux de dépression, d'anxiété, de stress et sont plus isolées socialement. La discrimination basée sur le poids est aussi associée à une augmentation du risque de mortalité de 60 %, au-delà du poids corporel en soi et des différents facteurs de risque. Plusieurs personnes vont endosser les stigmas liés au poids, croire qu'ils sont vrais et se les appliquer à eux-mêmes. Puis en adoptant un discours très dur envers elles-mêmes, ces personnes-là sont d'autant plus à risque de vivre des conséquences négatives de la stigmatisation. Le stigma peut aussi miner l'estime de soi des personnes qui la subissent, en suscitant, par exemple, une peur constante de grossir et ça peut favoriser une mauvaise image corporelle. Ça peut aussi mener à des tentatives répétées de perte de poids, souvent par l'entremise de méthodes non sécuritaires pour la santé, comme des produits amaigrissants ou des diètes drastiques. C'est souvent motivé par l'envie de sortir du groupe stigmatisé en devenant plus mince et donc plus accepté. Mais tout ça, ça place les personnes grosses qui vivent de la stigmatisation plus à risque de développer une relation malsaine avec la nourriture, voire même des troubles alimentaires. Pour favoriser des milieux plus inclusifs de la diversité corporelle, c'est important d'être en mesure d'identifier nos propres biais et préjugés, de les remettre en question.
Pour y arriver, il faut être ouvert à mieux comprendre le caractère multifactoriel des déterminants du poids et reconnaître que le poids d'une personne ne repose pas uniquement sur ses comportements alimentaires ou sur l'activité physique qu'elle fait. Il faut aussi déconstruire la croyance qui veut qu'un poids élevé est associé à une mauvaise santé. C'est aussi important d'être critique face aux idéaux de minceur qui sont véhiculés dans l'espace public. On peut tous contribuer à déconstruire cette vision qui suggère que l'on peut et l'on doit contrôler notre corps pour correspondre à un certain idéal de minceur et aussi pour déconstruire l'idée que minceur égale beauté et succès. On peut aussi adapter notre vocabulaire. Vous avez peut-être remarqué que j'utilise le terme « personne grosse ». C'est le terme qui est habituellement utilisé par les militantes et les militants contre la grossophobie qui veulent se réapproprier ce terme-là pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un adjectif neutre. Il faut toutefois préciser que plusieurs personnes sont inconfortables d'utiliser ce terme-là pour parler d'elles-mêmes parce que le mot « gros »,« grosse » conserve encore à ce jour une certaine connotation négative pour une bonne partie de la population. Dans le fond, ce qui est le plus important, c'est de parler en plaçant la personne en premier. C'est-à-dire, par exemple, dire une personne grosse et non juste un gros, une grosse, bien sûr. Vous pouvez utiliser des termes plus neutres aussi, comme personne de grand poids. Mais il n'y a malheureusement pas de terme qui est universellement accepté actuellement. Donc, il s'agit de demeurer sensible et ouvert pour pouvoir s'ajuster à la personne à qui l'on parle. C'est préférable aussi de ne pas faire de commentaires sur le poids des personnes, parce qu'on ignore l'impact réel que ça va avoir sur elles. Ce commentaire-là pourrait, par exemple, ajouter une pression supplémentaire chez la personne, l'inciter à poursuivre indirectement des tentatives pour contrôler son poids. D'ailleurs, je vous encourage à avoir un regard bienveillant sur votre propre corps, à le respecter, puis à encourager les autres à en faire de même. Pour terminer, vous pouvez promouvoir la diversité corporelle en consommant du contenu et en suivant des personnes qui promeuvent la diversité corporelle et les attitudes positives envers tous les types de corps.